Je suis en présence de Cécile et Franck qui œuvrent depuis un grand nombre d'années à trouver des réponses concrètes et réalistes sur tous les aspects qu'offre l'univers des relations humaines. Autour du livre de Franck, Les larmes du Bouddha, projet d'éveil et de souveraineté intérieure, et un autre ouvrage en co-construction actuellement, Cécile et Franck tentent d'apporter une vision éclairante sur la relation et son pouvoir de transformer notre réalité actuelle. Nous allons aborder aujourd'hui le thème. On a des besoins, il faut les identifier et aussi les exprimer. Oui, en fait, ça nous paraissait important d'aborder le sujet des besoins parce qu'en fait, à partir du moment où en fait, on a une bonne gestion des besoins, on va dire qu'on a une relation de ce fait-là mature. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas au contact de ses besoins, il peut y avoir une envie sous-jacente que l'autre devine où on est, fasse des choses pour nous, et des attentes comme ça inconscientes. Alors que quand on est dans une bonne gestion des besoins, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, on prend le temps de sentir, même si c'est flou, on peut dire bah voilà c'est flou, mais être honnête avec ce qui se passe à l'intérieur et avoir une bonne connaissance de ses besoins, ça permet de les exprimer dans une relation claire dans la relation et du coup de voir en fait avec l'autre s'il y a une harmonisation possible de nos besoins. Et c'est surtout de prendre la responsabilité de nos besoins. Et donc, en fait, quand il n'y a pas cette clarté que c'est à nous de prendre en charge pour nous-mêmes nos propres besoins, bah, en fait, on va le faire payer d'une manière ou d'une autre dans la relation. Ça, c'est inévitable. D'où l'importance de cultiver la lecture de nos propres besoins intérieurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Le fait est, c'est qu'on pourrait dire d'une façon générale qu'on a tous les humains ont les mêmes besoins. Le fait est, c'est qu'on n'a pas les mêmes besoins au même moment. Et qu'il y a obligatoirement un processus de négociation à mettre en place pour à la fois l'exprimer. À la fois, c'est très éducatif aussi, dans le sens où on a été élevé dans un espèce de climat de dépendance à des autorités, papa, maman, qui prévoyaient aussi un certain nombre de besoins. Et on s'est habitué aussi au fait que nos besoins soient satisfaits, je dirais, naturellement par d'autres personnes qui auraient la présence d'esprit d'y répondre. Et c'est pour ça, quand on parle de maturité, c'est qu'à un moment donné, il faut sortir de cette situation où on était tranquillement, assuré que nos besoins soient assurés par le fait d'autres personnes, pour arriver à cette maturité d'expression au niveau de nos besoins et que ça soit autant d'informations utiles, nécessaires et précieuses qui soient échangées et négociées. Ça veut dire que bien souvent un besoin a plus besoin d'être exprimé que d'être satisfait. Ça veut dire qu'on a besoin d'être entendu dans nos besoins et de savoir qu'ils existent et à partir du moment où on les nomme, on les a mis en clarté dans le lien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être pris en compte, satisfaits instantanément et tout. Il y a aussi dans la notion de maturité le fait que des besoins prendront peut-être certainement un certain temps à être satisfaits et qu'il faut avoir aussi la maturité de cette patience, de cette compréhension que tout ne s'effectue pas comme ça dans l'instantanéité. Et donc de sortir de ce rêve peut-être infantile où dès que je crie, il faut que quelqu'un réponde à ce cri quelque part. Ça, c'est une histoire de maturité quelque part. Et si l'un a des besoins que l'autre ne peut absolument pas satisfaire ? C'est à la fois, ça nous ramène à la notion d'impuissance, c'est-à-dire de pouvoir gérer son impuissance. Moi, je sais que par exemple, dans le lien avec le féminin, en général, lorsque j'entends quelque chose qui est de l'ordre d'une interrogation, d'une souffrance ou d'un besoin non satisfait, tout de suite à l'intérieur de moi, il y a une espèce de mobilisation générale qui me dit il faut absolument que je sois puissant sur cette situation-là et que j'apporte la solution et tout ça.
avec l'idée bien souvent que j'aurais peut-être pas cette puissance-là et qu'il va falloir que je gère aussi ma frustration à ne pas être puissant pour l'autre. D'accord? Et ça, je sais que moi, dans ma gestion, c'est un petit peu, des fois, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'avais j'avais le besoin de répondre aux besoins de l'autre, absolument, et de régler la problématique. C'est comme si j'étais en charge de régler obligatoirement la problématique parce que je suis le mâle, le masculin, et que le masculin doit assurer et assumer complètement le bien-être et le bonheur de l'autre. Et ça m'a posé beaucoup de problématiques parce que c'est pas à cet endroit-là que l'autre m'attendait. Et simplement, et dans la non-écoute de l'endroit où l'autre m'attendait, en fait, j'essayais moi de régler quelque chose de moi-même à moi-même et je perdais le lien, effectivement, d'écoute et d'attention et de respect pour l'autre. Et c'est vrai que concrètement, ça m'est arrivé d'être dans des situations émotionnelles complexes, et que ça mettait vraiment Franck dans une forme d'impuissance. Et à ce moment-là, j'ai le lien avec une amie avec qui on travaille, et à ce moment-là, je réponds à mon besoin en lien avec cette amie. Et en général, je reviens du coup dans la relation avec beaucoup plus de clarté, et lui, il est en capacité du coup de reconnaître que oui, il a été impuissant, et que cette impuissance, c'est pas facile à gérer, et que reconnaître qu'à un moment donné, c'est peut-être ailleurs, dans d'autres circonstances, que ça peut répondre à un certain besoin temporaire en fait. Et je trouve que c'est sain de ne pas porter sur la relation que ça doit tout apporter en fait, à tous nos besoins, sinon il y a une forme de stress aussi. Tu dois être parfait, tu dois répondre à tous mes besoins dès qu'ils s'expriment, et que non, peut-être qu'à l'instant T, c'est plus juste que le besoin soit répondu à l'extérieur et qu'on n'est pas tout puissant en fait. Et c'est une forme de sagesse aussi dans le lien, quoi. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Peut-être qu'effectivement la formule du couple n'est pas omnisciente et omnipotente pour pouvoir tout résoudre, et qu'il faut faire l'aveu de ça. Et c'est une forme aussi d'humilité, c'est-à-dire que la toute-puissance, effectivement, elle appelle une espèce de forme d'orgueil qui voudra être puissant sur tous les paramètres de vie et tout. Mais il y a des endroits où obligatoirement on ne sera pas puissant de quelque chose, et c'est là où effectivement il ne faut pas que ça soit vécu comme une espèce d'invalidation et dans une procédure accusatoire ou invalidante. On a des compétences qui sont limitées, et hors de ce champ de compétences, il faut admettre qu'effectivement, il faut aller chercher des compétences autre part et autrement. Et ça, c'est une sagesse, c'est quelque chose. C'est aussi, je dirais, l'expression d'une maturité, quelque part. Là, Cécile, tu exprimais un besoin d'écoute de la part de Franck, qui n'a pas pu répondre à ton besoin, et tu as été ailleurs, chercher cette écoute-là, cette résolution du problème. Si c'est un peu inconfortable pour Franck, c'est peut-être une chose indépassable. Mais en revanche, si ton besoin avait été un besoin plus, par exemple, un besoin d'avoir une relation ailleurs, ou je ne sais, à ce moment-là, le résoudre ailleurs pose quelques problèmes. Donc, comment ça s'organise là ? Alors, ça revient un peu à la vidéo sur le thème de la lune de miel et les infidélités. C'est d'évaluer les besoins prioritaires dans son système en fait. Et moi, c'est ce que j'exprimais dans l'autre vidéo. Moi, je dirais à partir du moment où j'ai la qualité d'écoute, la possibilité d'exprimer au sein de la relation et de chercher avec l'autre, on va dire la majorité de ce que je traverse sont comblés en fait. J'ai vraiment besoin essentiellement de ça. Après, ça m'est pas arrivé, en tout cas dans le cadre de la relation avec Franck, d'avoir un besoin d'aller chercher une relation ailleurs. J'ai pas encore vécu l'expérience, donc je peux pas en parler.
suis honnête, hein, je peux pas en parler. Après, je peux imaginer, je sais pas, imaginons que Franck soit dans une forme de... Et je l'ai vécu en fait dans une autre, dans une autre relation, mais il y a longtemps, en fait, mon mari à l'époque, il avait un cancer, il était alité. Forcément, les besoins sont pas, comment dire, évoluent en fait en fonction du contexte, quoi. Mais pareil, en fait, comme mon besoin de connexion, de qualité de présence avec lui était comblé, bah, en fait, on s'adapte, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai observé. Je veux dire, je me suis vue finalement continuer à avoir une super belle relation avec lui malgré le contexte, en fait. Et que c'est bien ça, pour moi, l'essentiel. Mais après, voilà, c'est moi par rapport à mes besoins qui sont personnels. Je peux comprendre que dans d'autres circonstances, il y a des gens qui ont des besoins, par exemple, sexuels à satisfaire, et qui c'est vraiment important. Bah, il faut avoir l'intelligence au niveau du couple pour l'entendre, l'intégrer. Et s'il y a le respect du cœur et voilà, la maturité pour s'écouter à ces endroits-là, bah, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de limite de ce point de vue-là. Mais il y a vraiment pour moi, derrière la culture du respect, de l'écoute intérieure de soi et de l'écoute de l'autre, quoi. Et c'est cette culture-là, hein, qui est prioritaire. Moi, je voudrais vraiment rajouter quelque chose concernant les besoins qui me semble absolument essentiel. C'est que, à la fois, il y a aussi une composante de connaissance de soi. C'est-à-dire, à partir du moment où je connais aussi, j'ai une bonne lecture de mon architecture, en fait, je peux identifier assez rapidement le besoin qui peut être associé à cette architecture. Je vais prendre un cas concret, par exemple, si j'ai vécu une blessure d'abandon, cette blessure d'abandon, elle organise un certain nombre d'aspects, de comportements, de recherche, d'attente, de frustration, de doute, de ceci, de cela. Si cette blessure d'abandon n'est pas reconnue, visualisée, intégrée dans ma compréhension, ça veut dire que je vais avoir des besoins qui vont s'exprimer sans que j'aie vraiment la connaissance de là où ils partent. Et ça veut dire que je vais faire porter à l'autre l'idée de résoudre quelque chose qui m'appartient et que je n'ai pas identifié. D'accord ? Donc si on parle par exemple de la blessure d'abandon, je vais avoir besoin que si l'autre part, qu'il me téléphone tous les quarts d'heure, ça va être mon besoin. Je dis, pourquoi tu as besoin que je te téléphone tous les quarts d'heure parce qu'on va se retrouver ce soir, tu vois ? Mais parce que si je n'ai pas identifié cette blessure d'abandon, mon besoin va devenir une tyrannie dans le lien, va devenir une tyrannie dans le jeu relationnel, parce que l'autre va se sentir obligé de répondre à quelque chose qui n'est pas identifié dans le lien et dans la relation. Donc se connaître soi-même dans toutes ces infractuosités, ça permet aussi de voir quels sont les besoins qui sont, liés à toutes ces infractuosités et qui sont autant d'appels qui peuvent être incompréhensibles pour l'autre en disant mais c'est irraisonnable ce que tu es en train de me demander parce que je ne vois pas, parce que l'autre n'étant pas dans la même configuration de blessure personnelle, si tu veux, pour lui, il y a une espèce d'incompréhension à l'évocation de ses besoins. Ça, c'est important de le souligner, quoi. Oui, par rapport à ce que vient de dire Franck, pour moi, bien évidemment, quand on exprime des besoins, mais que de manière sous-jacente, il y a des blessures non reconnues, ça biaise un peu le dialogue. Pour autant, au moins, ça a la vertu, quand on exprime un besoin, qu'il soit exprimé, et que d'avoir l'espace, si le cadre le propose, de discerner qu'est-ce qui se joue derrière. Mais déjà, avoir, on va dire, l'honnêteté d'aller chercher son besoin et de le poser dans la relation, ça permet d'enclencher au moins un processus relationnel. Et ensuite, qu'est-ce qui va garantir la résolution ou le fait que ça devienne une dynamique vertueuse? Ça va être le cadre qu'on pose au sein de la relation, c'est-à-dire s'assurer, nous c'est ce qu'on a mis en place au fur et à mesure de notre relation, c'est
s'assurer la disponibilité intérieure de l'autre pour, déjà, est-ce que tu as le temps et l'espace pour qu'on parle de quelque chose qui est important? Voilà, pour moi. Est-ce que tu as la disposition intérieure parce que je vais te dire quelque chose? Est-ce que tu es prêt à du coup, observer ce que ça va générer dans ton système et de prendre la responsabilité de ce que ça va générer? Et donc, on sait que quand on exprime quelque chose d'important pour soi, notamment à travers les besoins, il faut tenir compte que l'autre soit en bonne disposition pour le recevoir. Et ça fait partie pour moi du cadre de la qualité d'écoute. Et puis aussi, après, dans le cadre, c'est parler en son nom. Comme tu dis aussi, faire attention à la forme. Ouais, parce que des fois, oui, parfois les choses sont exprimées, mais du coup il y a une forme d'énergie qui va avec. C'est important aussi de faire attention à la forme, à la qualité d'énergie dans laquelle c'est exprimé. Et puis aussi, et ça j'ai beaucoup aimé dans ce qu'on a discerné dans le lien, c'est que accepter aussi que c'est pas, qu'il y a des choses qui sont en cours. C'est-à-dire qu'on a parlé de choses, on arrête là temporairement parce qu'on a besoin justement des espaces de maturation pour revenir et du coup de discerner à la fin de la discussion un nouveau cadre en disant bon, tu as besoin de combien de temps, quand est-ce qu'on peut revenir sur la discussion, voilà, et accepter aussi le temps de maturation et pour l'un et pour l'autre de ce que ça génère dans le système en fait. Donc c'est pas juste on dit ses besoins et on voit ce qui se passe, c'est aussi tout le cadre qui va avec, tout le cadre qu'on se donne au sein de la relation pour que chacun sente qu'il a l'espace, qu'il est respecté dans ses espaces, respecté dans son besoin d'intégration et puis accepter le temps que ça prend, quoi. Oui, bien sûr, il y a toujours une histoire de temporalité et à la fois on n'est pas tous sur les mêmes chronomètres quelque part d'intégration des choses. C'est important. Moi, je sais que, je dirais, les choses qui peuvent se jouer, obligatoirement, ça déplace quelque chose à l'intérieur de soi. Sur une précédente vidéo, je parlais de cette bulle sécuritaire, de confortable, dans laquelle effectivement on a mis en place des objets repérés, sécurisants et autres. Eh bien, je dirais, le lien va venir bouger un tas de choses. Et obligatoirement, il y a un temps de réaménagement pour vivre cette reconfiguration et de ne pas être insécurisé par cette reconfiguration, de pouvoir bien la vivre. Et ça demande un temps, et à la fois c'est un temps qui est individuel et qui n'est pas prédéfini quelque part. Pour moi, c'est vraiment important de signaler ça. Le fait, c'est que tout ça doit se mettre en place à travers ce qu'on pourrait appeler un protocole d'écologie relationnelle. C'est-à-dire, il y a des préétablis à mettre en place pour effectivement s'assurer que le lieu d'échange de l'information se fasse dans les conditions optimales d'écoute, de respect, de tranquillité, de sérénité intérieure, et qu'on ne soit pas sur un modèle réactionnel parce qu'il faut absolument que je défende ma couenne parce que là je suis mis à mal, et donc de comprendre qu'effectivement il faut sortir de l'idée ou de la sensation qu'il y a une agression ou un agresseur derrière tout ça. Donc je t'agresse la parole, non, je t'adresse la parole, et de comprendre qu'effectivement il faut que ça se passe dans un cadre de bienveillance, d'ouverture, d'écoute et de sécurité intérieure.